qui est le principal facteur de risque pour faire un cancer du col de l'utérus, c'est le papillomavirus. Le papillomavirus, c'est un virus, donc il existe beaucoup de types, et certains sont considérés comme des papillomavirus à haut risque, ou on emploie aussi le terme de oncogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des virus très particuliers qui peuvent, à terme, donner des cancers. Donc là, c'est une information importante, ce n'est pas tous les papillomavirus, mais certains. Et c'est ceux-là, on les connaît, je vous en parlerai tout à l'heure, et on sait que ceux-là peuvent donner du cancer et que c'est le principal facteur pour les cancers du col de l'utérus. On verra que grosso modo, plus de 90% des cancers du col de l'utérus sont liés à ce virus. Donc en gros, si on n'a pas ce virus, on pourrait se prémunir d'un grand nombre de cancers du col de l'utérus, mais pas seulement. Ce n'est pas le seul facteur de risque, il y a des cofacteurs pour permettre de donner un cancer, si j'ose dire. Et l'un des cofacteurs les plus importants, c'est le tabagisme actif, c'est-à-dire le fait de fumer. C'est aussi les autres infections sexuellement transmissibles. Et donc, ce qu'on va observer, si on regarde une large population, on va voir que dans les facteurs de risque de cancer, c'est plus fréquent chez des dames qui ont eu plus précocement des rapports sexuels, avec plusieurs partenaires ou qui ont eu des premières grossesses tôt. Alors, j'insiste bien sur le fait que ça, ce ne sont que des facteurs de risque, mais que ça veut dire que beaucoup de patientes n'auront pas ces facteurs de risque et peuvent quand même faire un cancer du col de l'utérus. Alors, donc, on identifie que le principal facteur, c'est ce papillomavirus. Alors, est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'on a le papillomavirus, on va faire un cancer du col? Pas du tout, et heureusement. Heureusement, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que 80% des femmes qui ont des rapports sexuels vont avoir le papillomavirus. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une majorité de ces femmes vont l'éliminer spontanément. Ce que vous voyez là sur ce tableau, c'est que là, on a l'infection et que dans 90% des cas, dans les 2 ans, on va l'avoir éliminée. Le problème, c'est que chez certaines patientes, elles ne vont pas être capables de l'éliminer, on ne sait pas quelles sont ces patientes, elles ne vont pas être capables de l'éliminer et au fur et à mesure, ce virus va d'abord donner des lésions précancéreuses, puis à terme, au bout d'au moins 10 ans, ça pourra donner un cancer du col de l'utérus. Donc là, c'est encore des messages qui sont importants. Ça veut dire que, et notamment, parfois, on a des femmes qui nous appellent paniquées en disant « j'ai un papillomavirus, je vais avoir un cancer ». Encore une fois, une majorité de femmes qui ont le papillomavirus n'auront pas de cancer, une majorité l'élimineront, une portion ne pourra pas l'éliminer, et chez certaines, ça pourra faire qu'il y ait un cancer. Alors, dans les facteurs qui font qu'on peut avoir plus de mal à éliminer, il peut y avoir des facteurs extrêmes comme l'immunodépression, c'est-à-dire chez des femmes qui sont sous immunosuppresseurs, qui sont transplantées, qui ont une infection au sida, une infection VIH, pardon, mais infection VIH non contrôlée. Ces éléments-là, qui donnent une immunosuppression, fait qu'on peut moins bien se défendre. Et donc, elles ont plus de risques qu'un jour, il y a un cancer. Cependant, chez des femmes qui n'ont aucune immunodépression, elles peuvent quand même développer un cancer. Donc, il faut bien comprendre que chez une portion des patientes, eh bien, ce virus pourra un jour donner un cancer. Alors, qu'est-ce que ça représente en termes de nombre de patientes par an? Eh bien, il faut savoir qu'en France, il y a 31 000 femmes par an qui ont des lésions précancéreuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des femmes à qui on va dire il y a une anomalie, il faut qu'on vous fasse une conisation, c'est-à-dire enlever une petite portion du col, il faut qu'on vous fasse du laser, il faut qu'on vous surveille, donc des choses qui peuvent être astreignantes. Et puis, dans les cas les plus extrêmes, on a 3000 nouveaux cancers du col de l'utérus par an et 1000 femmes qui en décéderont. Donc, c'est quand même un problème de santé important. Et ça, c'est les chiffres en France. Il faut savoir que ces chiffres sont bien plus importants dans les pays en voie de développement. Alors, en France, le nombre de cancers du col de l'utérus a diminué, notamment en grande partie grâce au dépistage secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire le dépistage secondaire? C'est-à-dire notre capacité à les détecter quand il y a des lésions précancéreuses. Et ça, c'est ce qu'on faisait avant le frottis, qui maintenant, je vais vous l'expliquer, est devenu le test HPV, qui a permis de faire diminuer ce taux. Mais on pourrait faire beaucoup plus diminuer ce taux en évitant que les dames n'attrapent le papillomavirus. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, quand on se pose la question, là, je vous ai listé tout ce qu'on peut avoir avec le papillomavirus. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que le cancer du col de l'utérus.
Alors, il peut y avoir les lésions précancéreuses, c'est ce qu'on appelle les condylomes ou les CIN, c'est-à-dire des lésions de dysplasie. Il peut y avoir des lésions de la vulve, il peut y avoir des cancers de la vulve, il peut y avoir des cancers du vagin. Et le papillomavirus est aussi un facteur pour donner des cancers du canal anal, des cancers des voies, des cancers ORL, c'est-à-dire oral, oropharyngé ou hypopharynx. À chaque fois, dans cette colonne, on vous a montré le pourcentage de cas où l'anomalie est liée au papillomavirus. Vous voyez, par exemple, les condylomes, c'est 100% des condylomes qui sont liés au papillomavirus. À l'opposé, les cancers ORL, pour l'hypopharynx, c'est que 3,9%. Mais vous voyez, par exemple, que pour le cancer du canal anal, c'est 87% qui sont liés au papillomavirus. Alors, là, je vous ai dit qu'il y avait plein de papillomavirus, mais que certains sont ceux qui sont à risque de cancer. Alors, quand on a commencé à réfléchir à des vaccins, on s'est d'abord concentré sur les 4 sous-types les plus à risque, c'est-à-dire le 6, le 11, le 16 et le 18. Et là, je vous ai remis les pourcentages parmi ces anomalies qui sont liées à ces types de virus. Donc, vous voyez que ça fait quand même un bon pourcentage. Par exemple, 90% des condylomes, si on se cible que sur ces 4 types de papillomavirus, il y en a plus de 170, eh bien, on va diminuer de 90% les condylomes. Si on n'en prend pas que 4, mais qu'on en prend 9, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ces 9, eh bien, par exemple, pour ce qui est du cancer du col, on va couvrir 88% des cancers du col en s'intéressant et en évitant ces 9 sous-types de papillomavirus. Alors, il existe un vaccin. Il en existe plusieurs, en fait. Moi, là, celui pour lequel on a eu l'avis le plus récent de la Haute Autorité de Santé, c'est le Gardasil. Alors, le Gardasil, c'est un vaccin qui est dirigé contre 9 sous-types du papillomavirus, c'est-à-dire ceux qui sont à risque de donner des cancers. Alors, ce qui est recommandé, c'est une vaccination pour toutes les filles qui ont 11 à 14 ans, et ce qui est nouveau, c'est que c'est aussi recommandé pour les garçons. Quand on le fait de 11 à 14 ans, on va voir que c'est la période où c'est le plus efficace pour le faire. Eh bien, c'est un schéma à 2 doses. Quand les filles sont au-delà de 14 ans, pareil pour les garçons, c'est un schéma à 3 doses. Alors, comment est-ce qu'on a démontré, est-ce qu'on a eu des études pour montrer l'impact de cette vaccination sur le fait de faire des anomalies au niveau du col de l'utérus? Alors, il y a un élément bien important à garder en tête, c'est que je vous ai expliqué au début qu'entre le moment où vous attrapez le virus et le moment où vous allez avoir un cancer, il faut au moins 10 ans. Donc, ça veut dire que pour démontrer l'efficacité d'un vaccin sur le fait d'avoir un cancer, il faut du temps. Par contre, les premières études qu'on a eues, et maintenant on en a beaucoup, c'était pour montrer est-ce que ça a une efficacité pour donner des lésions précancéreuses. C'est assez évident que si on n'a pas ou on diminue les lésions précancéreuses, on va diminuer les cancers. Donc ça, des études, je ne les ai pas toutes mises là, mais on a eu beaucoup d'études depuis 2007 qui ont démontré cette diminution des lésions précancéreuses. La première étude qui a démontré l'impact entre vaccin et cancer du col, elle est assez récente puisqu'elle date de 2020. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à la voir? C'est parce qu'il fallait avoir des femmes nombreuses qui étaient vaccinées et qui étaient suivies pendant plus de 10 ans pour démontrer que celles qui étaient vaccinées par rapport à celles qui n'étaient pas vaccinées avaient moins de cancer du col. Donc cette étude importante, parue dans le New England Journal of Medicine, qui est un des journaux importants dans notre métier, s'est intéressée à 1,6 million de femmes vaccinées. Alors, elles étaient vaccinées avec le quadrivalent, c'est-à-dire celui qui est contre 4 sous-types, parce que celui contre 9 sous-types n'est que sorti que plus récemment. Et on a suivi ces femmes pendant 11 ans, de 2006 à 2017. On a des femmes qui ont été vaccinées avant 17 ans et d'autres après 17 ans. Ce qu'on a pu démontrer dans cette étude, c'est que chez les femmes avant 17 ans qui avaient été vaccinées complètement, on diminuait de 90% le nombre de cancers du col. C'est-à-dire que dans le groupe des femmes non vaccinées, on a observé 538 cancers et que dans le groupe des femmes vaccinées, on a observé 19 cancers. Une autre façon de voir les choses, c'est cette courbe où vous voyez en orange les femmes qui ne sont pas vaccinées,
En bleu, les femmes qui ont eu une vaccination dite de rattrapage, c'est-à-dire pas à l'âge idéal, mais après, de 17 à 30 ans. Et en vert, là où il y a le moins de cancer, c'est celles qui sont vaccinées avant 17 ans. Alors, c'est important quand même de voir qu'on parle de 1,6 million de femmes et qu'on parle de 538 cancers dans le groupe des femmes non vaccinées. Alors pourquoi? Parce que là, c'est un suivi à 11 ans, donc il faut savoir quand même que la moyenne d'âge pour faire un cancer du col de l'utérus, c'est 40 ans. Donc c'est encore tôt comme suivi, mais déjà avec ce suivi-là, donc chez une moyenne des femmes qui avaient en moyenne autour de 30 ans, on voit déjà une diminution des cancers du col. Évidemment que des nouvelles études sortiront après pour continuer à avoir cet impact dans le temps. Alors, si on doit se projeter, il y a eu des analyses pour essayer de se projeter qu'est-ce que ça représentait comme gain. On a pu estimer qu'en 2080, en vaccinant largement, il y a des pays qui vaccinent beaucoup, notamment dans les pays en voie de développement, où notamment, vous savez qu'un cancer du col, pour le traiter, il faut des traitements assez lourds, comme la radiochimiothérapie, la chirurgie, la curithérapie, ou dans des pays dans lesquels ces moyens ne sont pas disponibles, la vaccination a vraiment été un enjeu de santé publique majeur. Eh bien, si on vaccine 118 millions de femmes, cela permettra d'éviter 380 000 cancers. C'est une projection qui a été faite. Alors, une autre question qui se pose sur le vaccin, c'est quels sont ses risques? Alors, il y a un certain nombre, il faut savoir que dès qu'il y a un vaccin, d'abord, on a des études où on étudie les effets secondaires, c'est-à-dire que toutes les femmes qui rentrent dans ces études, comme celles que je vous ai montrées, on surveille les effets secondaires, mais aussi par la suite, pour toutes les femmes qui sont vaccinées, chaque fois qu'un effet secondaire est constaté, il est déclaré. Donc, ce n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'on continue à enregistrer les choses. Alors, une des questions qui s'est posée, c'est qu'il y a des gens qui se sont posés la question de dire mais est-ce que ça ne provoque pas des risques de maladies immunitaires comme par exemple la sclérose en plaques? Alors, pour répondre à ces questions-là, on a besoin d'un large nombre de patientes et on dispose d'études qui sont des études qui viennent en général des pays nordiques parce qu'ils ont la capacité d'avoir des registres dans lesquels ils enregistrent toutes les dames qui ont une sclérose en plaques et toutes les dames qui sont vaccinées. Donc, ça permet d'avoir un grand nombre pour dire, être sûr que ce n'est pas un hasard si on observe une anomalie après une vaccination. Pourquoi est-ce que je parle de hasard? C'est parce que les maladies immunitaires, il faut bien voir qu'elles sont plus fréquentes et apparaissent plus chez des femmes jeunes. Donc, la question, c'est de savoir si cette maladie apparaît après une vaccination, est-ce que c'était lié à la vaccination ou pas? Donc, dans cette étude dans les pays nordiques, ils ont regardé, alors vous voyez, c'est des grands nombres de femmes, ils ont regardé près de 4 millions de femmes et dont près de 800 000 étaient vaccinées. Et sur cette période, on a pu démontrer qu'il n'y avait pas plus de sclérose en plaques chez les patientes vaccinées ou chez les patientes non vaccinées. Et ça, sur un grand nombre de patientes, en effet, il y avait 6 scléroses en plaques sur 100 000 personnes chez les patientes vaccinées et 21 chez les non vaccinés. Alors, on peut croire que 6 et 21, ça voudrait dire qu'il y a moins de sclérose en plaques chez les patientes vaccinées, mais ce qui est important, c'est quand il y a une différence, c'est de voir si elle est statistiquement significative. Et là, elle n'est pas statistiquement significative dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, cette étude ne montre aucun lien entre la sclérose en plaques et la vaccination. Autre questionnement, des gens se sont posé la question de la survenue de syndrome de Guillain-Barré. Alors, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une paralysie progressive qui apparaît. Et donc ça, il y avait eu des cas rapportés, donc un questionnement de dire quel est le lien. Là, cette fois-ci, c'est une étude anglaise et qui a pris, pareil, sur des registres, des larges nombres de patientes et qui n'a pas trouvé d'augmentation du risque. Et compte tenu du nombre de doses qui avaient à ce moment-là été données en Angleterre, il a pu être établi que s'il existait un risque, il serait de moins de 1 sur 1 million. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de dire 0? Parce que le principe de l'étude scientifique, c'est de dire, on peut toujours dire, et si on ne suivait pas 10 millions, 100 millions de patientes, est-ce qu'on trouverait un risque? Donc là, on est en tout cas à dire que sur le grand nombre qu'on a étudié, on n'a pas vu de lien entre la vaccination et le syndrome de Guillain-Barré. Il y a eu des études un peu pour chaque type d'effet secondaire, et au total, l'OMS, sur les 270 millions de doses délivrées depuis 2006, il n'y a que 2 effets secondaires qui ont été liés à la vaccination, qui sont le fait de faire un malaise vagal et le fait de faire des réactions allergiques.
Alors, à quel âge est-ce qu'on fait la vaccination? Donc, la vaccination, elle est recommandée dès 11 ans. Elle est plus efficace sur les plus jeunes et on va pouvoir voir comment faire pour, d'abord sur cette période-là, elle est plus simple parce qu'il n'y a que 2 doses, alors qu'après 15 ans, c'est 3 doses. Et puis, l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure montre qu'il y a une plus grande efficacité. Une autre question qu'on peut souvent avoir, c'est oui, mais s'il y a une immunodépression, est-ce qu'il faut donc peut-être éviter de faire la vaccination? Au contraire, chez les gens qui sont immunodéprimés, ils ont plus de risques de faire un cancer du col en étant atteints par le papillomavirus. Et donc, c'est même dès l'âge de 9 ans surtout notamment en cas d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire une greffe, une transplantation, une infection au VIH, qu'il est recommandé de faire une vaccination. Donc ça, c'est les éléments dont on dispose concernant la vaccination. Alors après, une question intéressante est de savoir quelle est la couverture vaccinale. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont assez récents et qui montrent, là, on vous a listé les pays où il y a plus de 70% de jeunes filles qui sont vaccinées. Alors, vous voyez qu'il y a des pays qui arrivent jusqu'à 90%. Et que, par exemple, l'Angleterre, qui est souvent citée en exemple, est dans les 70-80%. En France, nous sommes au 28e rang sur 31 pays, avec 23% de couverture vaccinale. Nous sommes juste devant le Kazakhstan, l'Arménie et la Bulgarie, qui sont les 3 seuls autres pays à moins vacciner que nous pour le papillomavirus. Alors, quel est l'espoir, en fait, avec la vaccination? L'espoir, c'est d'être potentiellement capable de faire disparaître ou peut-être même un jour d'éradiquer, c'est un peu l'espoir, comme ça a pu être fait avec la poliomyélite, de pouvoir envisager d'éradiquer un cancer. C'est quelque chose de très particulier. Et ainsi, l'Australie a annoncé qu'il espérait devenir le premier pays où on pourrait avoir éradiqué le cancer du col. Alors, il y a eu des moyens importants pour essayer d'envisager cet espoir. Et donc, ce qui a été réalisé en Australie, c'est que non seulement la vaccination était donc aussi bien pour les filles que pour les garçons, parce que je n'ai pas détaillé ici, il faut savoir qu'il y a un effet réservoir pour le papillomavirus. Donc, c'est sûr que si on vaccine toute une population, le virus va moins circuler et que même si les garçons sont moins touchés par les cancers, même s'ils peuvent en avoir, notamment les cancers ORL et anogénitaux, même s'ils ont moins de cancers, le fait qu'ils ne puissent pas transmettre le papillomavirus va diminuer le réservoir et va être une façon de protéger un maximum et notamment de protéger les femmes pour faire un cancer du col. Donc, ce qui au départ n'était que pour les jeunes femmes, d'autres pays l'avaient d'emblée décidé de le faire pour les filles et pour les garçons. C'est notamment le cas de l'Australie. L'Australie a rendu cette vaccination obligatoire, même obligatoire pour pouvoir rentrer à la crèche. Et il a pu à ce moment-là même changer son mode de dépistage secondaire. Alors, c'est quoi le dépistage secondaire? C'est de dire, on n'a pas empêché qu'il y ait le papillomavirus, donc on n'a pas fait du dépistage primaire. La cause qui donne le cancer, on n'a pas pu l'en empêcher, mais on va détecter s'il y a des anomalies liées au papillomavirus et des anomalies qu'on puisse arrêter avant que ce soit du cancer, c'est-à-dire à un stade de pré-cancer. Et ça se faisait avant par le frottis, et maintenant ça se fait par le test HPV, que je vais vous expliquer juste après. Et donc l'Australie, avant l'Europe, a mis en place ces modalités et espère, dans les 20 ans à venir, être arrivé à faire disparaître le cancer du col de l'utérus. Alors, quels sont donc les autres outils pour diminuer le cancer du col de l'utérus? Alors, ce qui est recommandé, c'est de réaliser un frottis. Le premier est recommandé à l'âge de 25 ans, le deuxième à 26 ans, puis tous les 3 ans jusqu'à 30 ans. Donc ça, le frottis, vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on utilisait avant chez toutes les femmes. Le frottis, c'est vous êtes installé en position gynécologique, on pose un spéculum, on voit le col et on met cette petite brossette que je vous ai mis là et qui va ensuite être trempée dans un liquide et ce liquide est envoyé au laboratoire. Alors, maintenant,
après l'âge de 30 ans, on a un outil plus pertinent que le frottis, qui est le test HPV. Qu'est-ce que ça veut dire le test HPV? C'est que cette fois-ci, c'est le même prélèvement, c'est la même brossette, mais au lieu de chercher des cellules anormales, on va chercher le papillomavirus. Et on va chercher directement les papillomavirus à risque ou oncogènes, c'est-à-dire ceux qui peuvent donner un cancer. Et donc, le résultat qui va être rendu, c'est vous avez un test HPV négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas détecté un papillomavirus à haut risque. Et là, à ce moment-là, on dit que le prochain test que vous pouvez faire est dans 5 ans. Alors, 5 ans, ça ne veut pas dire que pendant 5 ans, on ne voit plus son gynécologue. Il faut continuer à être examiné, voir si on a un symptôme, un saignement anormal, être examiné au niveau des seins. Donc, ça ne change pas la recommandation qui est de voir un gynécologue ou votre médecin généraliste formé à la gynécologie ou une sage-femme une fois par an. Mais en tout cas, il n'est pas nécessaire de refaire le prélèvement. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir ensemble au début de cette présentation que pour que le virus donne une anomalie au niveau du col, il lui faut plusieurs années. C'est pour ça que s'il n'y a pas le papillomavirus, on est tranquille pour 5 ans pour refaire le prélèvement, sous couvert qu'il n'y ait pas d'autres symptômes par ailleurs. Alors, par contre, si on a un test qui est positif, alors là, le test positif, c'est souvent beaucoup de stress. On a des gens qui, et c'est pour ça qu'il faut accompagner ce résultat, qui disent j'ai un papillomavirus, en plus sur le document, il y a marqué papillomavirus oncogène, c'est-à-dire à risque de cancer. Les gens peuvent, et on peut le comprendre, confondre ça avec le fait de je vais avoir un cancer du col. Ça veut dire qu'il y a le virus, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a un cancer, et ça peut aussi vouloir dire que vous allez pouvoir l'éliminer spontanément. Donc, sur le même prélèvement où on a cherché, on va faire le frottis. Pas besoin de vous refaire un prélèvement. C'est pour ça que c'est écrit examen cytologique réflexe, c'est-à-dire que sur le même liquide, on va rechercher ces cellules anormales. Soit ça nous répond qu'il n'y a pas de cellules anormales, et à ce moment-là, on dit on va refaire le test du papillomavirus dans 1 an. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes en 1 an vont pouvoir l'éliminer. Si par contre il y a des cellules anormales, il faut faire la colposcopie. Je vais vous expliquer ce que c'est que la colposcopie. On revient au cas où votre test, l'HPV était positif, on a fait le frottis, il n'y a rien, on recontrôle à 1 an. Si à 1 an, c'est devenu négatif, eh bien là, on repart sur je ferai un test à 5 ans. Si par contre, il est toujours positif, cette fois-ci, pas de frottis, directement, on fait la colposcopie. Alors, qu'est-ce que la colposcopie? La colposcopie, c'est que cette fois-ci, on met là aussi, vous êtes en position gynécologique, on pose un spéculum, mais cette fois-ci, avec une loupe, on regarde le col. Et on va mettre des colorants sur ce col. Ça, c'est une vision d'un col où on a mis des colorants, le colorant, l'acide acétique et le lugol. Et on va voir qu'il y a ici une zone qui est considérée comme une zone suspecte. Et c'est dans cette zone-là qu'on va faire une biopsie. Qu'est-ce que c'est que la biopsie? Cette fois-ci, on ne va pas juste prendre des cellules, on va prendre un morceau de tissu, on fait un petit prélèvement. Cette biopsie ne fait pas mal, ça peut saigner très transitoirement. Et ça, c'est envoyé en analyse. Et là, on va voir s'il y a des cellules anormales, ce qu'on appelle de la dysplasie. Et sur le compte-rendu, le mot, ça va s'appeler du CIN. Si c'est du CIN 1, on va surveiller. Si c'est du CIN 2 ou 3, c'est-à-dire de la dysplasie de haut grade, eh bien, il faudra faire une petite conisation. La conisation, c'est-à-dire enlever une petite portion de col. Ça peut se faire dans certains cas quand c'est tout petit en consultation. Sinon, très fréquemment, ça se fait au bloc ambulatoire, c'est-à-dire dans la journée, une courte anesthésie générale ou dans certains cas sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire sans dormir, on fait ce prélèvement. Alors, quel est l'impact de la conisation? D'abord, bon, c'est toujours une petite intervention. Eh bien, plus on enlève une large partie du col, plus il y a des risques d'accouchement prématuré. Fort heureusement, la plupart du temps, ces conisations, on les fait de petite taille et on a démontré que si on fait moins de 2 cm, ça n'augmente pas le risque d'accouchement prématuré. Cependant, si on se retrouve à faire plusieurs conisations, ça peut avoir un impact. Donc, c'est pour rassurer les gens qui ont besoin d'une conisation, mais de dire que un des objectifs, ça peut être de ne pas arriver à avoir à faire ces gestes-là. Alors, je reviens sur cet élément qui est important, qui est de dire qu'avant qu'on ait un cancer du col, on va avoir du CIN, c'est-à-dire des anomalies, mais qui n'ont pas dépassé la membrane, et qui, au départ, comme vous le voyez sur ce schéma, partiront de l'infection au papillomavirus. Alors, chez une dame, pourquoi est-ce que quand une dame a du CIN 1, on ne l'opère pas?
Pourquoi? Parce que ça peut régresser spontanément. Vous voyez que le CIN1 va régresser spontanément dans 60% des cas. Donc, on va éviter d'opérer ces dames pour leur éviter d'avoir un geste au niveau du col qui peut potentiellement raccourcir le col et potentiellement avoir un impact alors que ce n'est pas nécessaire. Par contre, vous voyez sur ce même tableau que lorsqu'on a du CIN 2 ou 3, eh bien là, le pourcentage que ça régresse tout seul est plus bas et surtout, il y a plus de risques, notamment pour le CIN 3, qu'un jour, ça devienne du cancer. Le CIN 3, spontanément, il va régresser que dans un tiers des cas et il va aller vers du cancer, si on ne fait rien, dans plus de 12% des cas. Donc, ça explique pourquoi on fait un geste, alors que pour le CIN1, vous voyez que son risque qu'il aille vers du cancer, c'est 1%, et que dans 60% des cas, il va régresser. Dans tout ça, ce qui est important, c'est qu'il est important, si on ne fait pas une opération, de continuer à suivre les patientes pour ne pas passer à côté d'anomalies qui progressent. Alors, si je devais résumer les choses en termes de type de prévention, donc la prévention primaire, c'est-à-dire éviter ce qui cause le cancer, eh bien, on va recommander la vaccination et on va recommander l'arrêt du tabac parce qu'on a vu que le tabac, c'est un très bon cofacteur pour donner un cancer du col. Alors, il y a un élément important, c'est que la majorité des gens qui ont un cancer du poumon lié au tabac vont s'arrêter de fumer. Par contre, chez les femmes qui ont des lésions précancéreuses du col, où on sait que le fait de continuer à fumer augmente le risque, il n'y a qu'un tiers des patientes qui arrêteront de fumer. Donc, probablement qu'on ne l'explique pas assez, le lien entre risque de cancer du col et le tabac, et que c'est un élément très important à bien expliquer. Deuxième partie, la prévention secondaire, c'est-à-dire éviter que du pré-cancer devienne du cancer. Et bien là, c'est le test HPV, et on a une campagne nationale pour ça. Avant 30 ans, c'est le frottis. De 30 ans à 65 ans, c'est le test, sous couvert bien sûr qu'on continue son suivi gynécologique annuel. Et puis, il y a là aussi l'arrêt du tabac, parce qu'on a bien vu que le fait de fumer augmentait le risque qu'un jour la dysplasie devienne du cancer. Alors enfin, la prévention tertiaire, c'est quoi? C'est d'éviter, quand on a été traité pour un cancer du col de l'utérus, que le cancer ne revienne. Eh bien ça, c'est la surveillance, mais c'est là aussi arrêter le tabac, car on a pu démontrer que chez les femmes qui avaient eu un cancer du col de l'utérus et qui continuaient à fumer, il y avait plus de récidives locales ou à distance de cancer du col. Donc, c'était pour bien vous transmettre ce message aussi du lien entre le tabac et le risque de cancer, en tout cas pour le col, bien sûr, il y a d'autres types de cancers, mais qu'en tout cas, un bon moyen pour limiter ces risques est de diminuer l'intoxication tabagique.